Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on parle de plaidoyer pour la sécurité alimentaire. On présente des initiatives qui sont en cours pour le plaidoyer en sécurité alimentaire. On a donc le dépôt, Centre communautaire d'alimentation, le RIOCM, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, et le RCCQ, le regroupement des cuisines collectives du Québec, qui sont avec nous, qui collaborent pour rendre ce webinaire pertinent et riche pour comprendre qu'est-ce qui se passe en plaidoyer, c'est quoi les différentes campagnes de plaidoyer que ces personnes mènent dans leurs organisations pour la sécurité alimentaire. Un petit rappel, parce qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas encore peut-être participé à l'espace cuisine. Depuis 4 ans, l'espace cuisine, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais. On partage des outils, des bonnes pratiques, des leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais. Il y a bien sûr beaucoup de gens de partout au Québec aujourd'hui, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous entendre aussi par rapport à votre expérience. Donc, on est très inclusif et inclusif. Donc, les objectifs de l'espace cuisine, c'est on veut favoriser un partage et la compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire. On veut mettre de l'avant des approches plus porteuses qui sont mises à Montréal et parfois ailleurs. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire, puis on vise à harmoniser le travail pour la construction de systèmes alimentaires locaux. Donc, concrètement, on fait quoi? Ben, ça arrive qu'on fait des promenades de quartier pour comprendre c'est quoi qui se passe dans les systèmes alimentaires locaux, dans les quartiers. On anime des webinaires à tous les mois, parfois à tous les 3 mois, mais assez régulièrement, on anime des webinaires sur ces différents projets, enjeux, approches qui se passent en lien avec la sécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire. Puis, on mène des recherches sur le sujet. Présentement, on mène une recherche sur les financements en sécurité alimentaire. Il va y avoir plus d'informations quand on aura les résultats de cette recherche au début de janvier 2024. Mais aujourd'hui, notre webinaire qui nous intéresse, c'est le plaidoyer pour la sécurité alimentaire. Donc, on veut vous informer des différentes campagnes fédérales et provinciales de plaidoyer qui sont en cours. On veut mobiliser et outiller les personnes présentes pour réaliser des activités de plaidoyer à différents paliers de gouvernement. Puis on veut réfléchir ensemble sur les approches à mettre de l'avant pour partager des valeurs, des actions communes dans les initiatives de plaidoyer pour la sécurité alimentaire. Donc, les personnes intervenantes aujourd'hui, on a Jessica Dufresne, qui est PhD, chargée de projet droit à l'alimentation pour le regroupement des cuisines collectives du Québec. On a Tasha Lackman, qui est directrice générale du dépôt au Centre communautaire d'alimentation. Puis on a Roxane Millot et Lucie Poulin, qui sont respectivement chargées d'analyse et de liaison ainsi que chargées de communication et de mobilisation pour le RIOCM, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Donc, juste pour info, aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui sont inscrites au webinaire. La majorité sont des organismes communautaires. On a beaucoup de tables de quartier, des représentants de tables de quartier, des gens des institutions publiques. Bref, on est un public diversifié, et c'est ça l'objectif de l'espace cuisine. Je vous ai monté un petit tour d'horizon qui est certainement incomplet, mais on pourra s'amuser à le compléter. Puis même, c'est là que je vous invite à vraiment contribuer dans le chat par rapport à ce que vous allez voir. Donc, quand on fait des actions politiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire, on peut travailler principalement sur 3 volets. On peut travailler sur le revenu des individus et le pouvoir d'achat. On peut travailler sur favoriser l'accès au logement. Puis, le troisième volet, c'est renforcer l'accès aux aliments pour toutes et tous. Il y a on peut travailler sur le volet fédéral, provincial, puis même au niveau municipal. Là, pour l'instant, je vous ai résumé certaines informations que j'avais par rapport au plaidoyer en cours. Puis bien sûr, de façon transversale au fédéral et provincial, bien, on a le droit à l'alimentation. Comme vous pouvez voir dans les losanges, j'ai essayé de répertorier qui fait quoi. Mais comme je disais, c'est incomplet. Donc, si vous avez des informations complémentaires à apporter, ça me fera plaisir de les intégrer si vous les partagez. Donc, le RCCQ depuis plusieurs années, travaille sur le droit à l'alimentation qui pourrait se faire tant au niveau fédéral que provincial. Il y a
Du côté du revenu des individus et du pouvoir d'achat, mais on a notamment la coalition contre l'insécurité alimentaire à laquelle contribue notamment le dépôt centre communautaire d'alimentation. Vous allez en entendre parler davantage aujourd'hui. Donc, il y a trois éléments qui mettent de l'avant au niveau de cette coalition-là, qui se base notamment sur un crédit de TPS-TVH en alimentation pour les l'épicerie, la prestation canadienne pour les personnes handicapées, puis une demande, une cible d'insécurité alimentaire, donc réduire l'insécurité alimentaire de 50 d'ici 2030 par rapport à 2021. L'insécurité alimentaire qui se situe entre 15 à 20 même des fois dans certaines provinces, ça monte jusqu'à 28 au Canada. Au Québec, on est un peu mieux placé, mais il y a beaucoup de travail à faire quand même. Côté provincial, ben là, c'est ça. Quand on fait des demandes du côté fédéral et provincial, ça varie énormément, bien sûr, selon les pouvoirs que l'on retrouve. Donc, au provincial, il y a le collectif sans pauvreté qui demande notamment d'avoir un ajustement de l'aide sociale, donc bonifier l'aide sociale, assurer un revenu minimum garanti, un revenu de base pour toutes et tous, et notamment augmenter le salaire minimum. Puis il y a la table sur la faim qui porte une campagne sur la gestion du prix des aliments au sein des grandes bannières qui vise à avoir une imposition du surprofit dans les grandes bannières. Quand on s'intéresse à l'accès aux aliments, bien, il y a un programme d'alimentation scolaire universelle. Le Canada est le seul pays de l'OCDE qui n'a pas de programme d'alimentation scolaire universelle. C'est-à-dire que présentement, on a certaines organisations comme le Club des petits déjeuners et la cantine pour tous qui offrent de l'alimentation dans les écoles, mais ce n'est pas toutes les écoles qui reçoivent et donc ce n'est pas tous les élèves du Québec qui reçoivent au moins un repas par jour. Donc, ce programme-là il avance très vite là, du côté du fédéral. On a plusieurs signes très positifs qui ont eu cours dans la dernière année. Du côté provincial, il y a encore du travail à faire pour que le gouvernement s'engage à véritablement mettre en place un programme d'alimentation scolaire universelle. Donc, il y a la coalition pour une saine alimentation scolaire qui est composée de plusieurs organisations qui mènent un grand travail à ce niveau-là. Puis, du côté provincial, il y a renforcer le financement à la mission des organismes en ajustement en sécurité alimentaire qui est porté par la RIOCM et financer un programme national de coupons nourriciers qui est porté par plusieurs organisations, notamment l'Association des marchés publics du Québec, le Carrefour solidaire, Collectif Vital et bien d'autres. Donc, si vous avez des contributions à mettre là-dedans, un jour, je travaillerai sur le volet logement. Si vous voulez afficher d'autres campagnes en cours, ça me fait plaisir de bonifier cette diapositive. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jessica qui va pouvoir vous présenter le droit à l'alimentation qui est porté par le RCCQ. Oui, ben merci Erika, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis chargée de projet droit à l'alimentation au sein du RCCQ depuis un petit peu plus d'1 an. Puis je vais vous parler aujourd'hui de notre démarche de reconnaissance du droit à l'alimentation qu'on mène depuis quelque temps au RCCQ, mais qui va prendre une forme un peu plus soutenue à partir de cet automne. Prochaine... Ah, on est-tu sur mes slides? Je pense que oui. Est-ce qu'on voit... Non, on voit comme une page. Pardon. Je C'est bon. recommence, pardon. Est-ce que c'est mieux? Oui, puis oui, c'est la bonne page. Excellent. Donc, le RCCQ, c'est quoi? C'est un organisme qui favorise l'émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l'ensemble du territoire du Québec. On rassemble un peu plus de 1200 groupes de cuisines collectives, donc vraiment sur l'ensemble du territoire. On peut donc dire qu'on est assez incontournable en matière de cuisine collective. Puis, on est aussi un acteur clé en autonomie alimentaire. Prochaine slide. Donc, on déploie nos actions autour de 4 axes d'intervention, donc le membrariat et la vie associative des cuisines collectives, le financement des organismes de cuisine collective et de notre regroupement, puis finalement, la visibilité et la lutte pour le droit à l'alimentation, donc un élément vers lequel convergent nos luttes depuis plusieurs années déjà. Prochaine slide.
Donc, la RCCQ a décidé d'une manière assez réfléchie et assumée là, de parler vraiment de droit à l'alimentation plutôt que de sécurité alimentaire. En fait, sécurité alimentaire, je pense que vous le savez, mais selon la définition officielle, on parle vraiment d'un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui permet de satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires de manière à mener une vie saine et active. Donc, ça, c'est la définition de l'ONU. Les objectifs du droit à l'alimentation, en fait, sont à peu de différence près les mêmes, mais la différence, c'est que le droit à l'alimentation, comme ça le dit, va venir mobiliser le droit pour arriver à ses fins et plus spécifiquement le cadre des droits humains. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le droit à l'alimentation mise sur des obligations légales des gouvernements qui se sont engagés à garantir ce droit-là dans des conditions bien spécifiques. Prochaine slide. Donc, plus concrètement, c'est quoi le droit à l'alimentation? Bien, c'est un droit qui a été consacré dans différents instruments internationaux et de manière plus précise dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou le PIDESC de son petit nom, un traité international qui a été signé par le Canada et le Québec dès 1976. Donc, en signant ça, ben, ils se sont engagés à garantir ce droit-là pour la population canadienne et québécoise. Mais malheureusement, le fait qu'encore aujourd'hui, malgré cet engagement-là, ben, le droit à l'alimentation ne fait pas partie de notre droit interne, ni au Canada, ni au Québec. Et donc, le droit à l'alimentation est constamment bafoué et négligé. En témoignent les hauts taux d'insécurité alimentaire, les systèmes alimentaires plutôt mal en point, avec des agriculteurs qui sont à bout de souffle, un prix incontrôlable des aliments, puis une concurrence déloyale là, des produits étrangers face aux produits d'ici, et j'en passe. Donc, c'est pour répondre de manière systémique à cet enjeu qui est systémique aussi que le droit à l'alimentation apparaît comme une avenue prometteuse qui vient utiliser la force du droit pour forcer le gouvernement à agir. Donc, concrètement, quand on se tourne vers le droit à l'alimentation, on met en branle un droit fondamental qui se rattache à trois éléments cruciaux là, que vous avez sur la diapo. Donc, des composantes qui révèlent son caractère systémique, des valeurs qui correspondent là, aux modalités de réalisation du droit à l'alimentation et finalement à des responsabilités oui, gouvernementales claires. Donc, on va voir rapidement chacun de ces éléments. Merci, Erika. C'est les composantes. En fait, comme je disais, ça correspond vraiment à la vision systémique qu'on a en mobilisant le droit à l'alimentation. Donc, on vient vraiment obliger les gouvernements à prendre en compte chacune de ces composantes-là de manière systémique dans toutes les mesures qui sont prises pour encadrer nos systèmes alimentaires. On ne pourrait donc pas, par exemple, adopter des mesures qui permettent une meilleure accessibilité physique et économique aux aliments. Par exemple, je ne sais pas, là, implanter des épiceries économiques à tous les coins de rue sans prendre en compte là, les impacts environnementaux que ça aurait. Et pareil, on ne pourrait pas décider de nourrir tout le monde avec une espèce de pâtée nutritive infecte qui serait super protéinée, etc., sans prendre en compte l'importance que les gens mangent une nourriture qu'ils considèrent adéquate. Ça, d'ailleurs, au Brésil, ils ont déjà fait ça, là, essayer de nourrir les pauvres avec une espèce de pâté infecte. Donc, on essaie de ne pas aller là, idéalement. Prochaine slide. Du côté des valeurs du droit à l'alimentation, on réfère souvent à ces valeurs-là sous l'acronyme PANTHER parce que, comme vous voyez, en fait, c'est la première lettre du terme anglophone de chacune des valeurs. Là, ça forme le terme PANTHER. Donc, l'ONU a décidé que ce serait plus facile là, d'assimiler ça à une jolie panthère. Donc, on a la participation, la responsabilité, la non-discrimination, la transparence, la dignité humaine, l'empowerment ou pouvoir d'agir. Et l'état de droit. Donc, résumé en une phrase, en fait, c'est vraiment l'idée que les gouvernements doivent respecter chacune de ces valeurs-là dans sa mise en œuvre du droit à l'alimentation et donc doit s'assurer, par exemple, que la population vient participer aux décisions qui ont un impact sur leur alimentation, que leur dignité et leur capacité d'agir soient respectées. Par exemple, l'idée que les banques alimentaires, oui, c'est une solution temporaire à la fin, mais que ça devrait en aucun cas être la seule solution pour lutter contre l'insécurité alimentaire, parce qu'on a vraiment un enjeu ici de dignité puis d'empowerment des gens qui ont recours. Et finalement, ça veut aussi dire que le droit à l'alimentation doit être garanti pour tout le monde, sans discrimination, et que les gouvernements doivent respecter leur engagement en faveur de ce droit-là et rendre des comptes à la population à cet égard. Prochaine slide. Et finalement, parlant d'obligations gouvernementales, donc le troisième élément qui compose le droit à l'alimentation,
On parle des responsabilités des gouvernements qui sont de 3 niveaux. Donc, respecter, protéger et mettre en œuvre. Quand on parle de respecter, c'est l'idée que le gouvernement ne doit pas lui-même porter atteinte au droit à l'alimentation. Donc, il ne doit prendre aucune mesure qui aurait pour effet de priver quiconque de son accès à l'alimentation. Par exemple, je ne sais pas, là, en installant une autoroute sur des terres agricoles. Quand on parle de protéger, donc là, c'est l'idée de venir empêcher les tiers de nuire au droit à l'alimentation, tiers comme des entreprises ou tout autre acteur privé. Et finalement, mettre en œuvre, bien là, on est plus dans la proaction. Donc, le gouvernement doit vraiment adopter différents programmes pour réaliser le droit à l'alimentation. Le premier exemple qui me vient toujours en tête, c'est justement l'idée, par exemple, d'un programme universel d'alimentation scolaire. On a vraiment ces 3 niveaux d'obligation-là qui doivent vraiment être respectés par les gouvernements. Prochaine slide. Donc, maintenant qu'on sait très brièvement, là, on s'entend que je pourrais en parler des heures, là, mais brièvement ce qui compose le droit à l'alimentation et considérant qu'il n'est malheureusement pas garanti au Québec et au Canada, on peut se demander comment on peut en faire une réalité ici. On a plusieurs options. On pourrait, par exemple, intégrer le droit à l'alimentation dans notre Constitution. C'est la meilleure option, c'est l'option la plus forte, mais c'est malheureusement difficile à mettre en œuvre dans le contexte du fédéralisme canadien, où la Constitution est très, très, très difficile à modifier. Deuxième option, on pourrait adopter une loi cadre sur le droit à l'alimentation. C'est le moyen qu'on a choisi au RCCQ. Je vais y revenir dans un instant. Et finalement, troisième option, on pourrait adopter des lois spécifiques ou sectorielles qui respecteraient les exigences du droit à l'alimentation. Ce qui est un moyen intéressant, mais limité parce qu'on fonctionne dans ce cas-là vraiment à la pièce. Là, on va avoir des lois un peu disparates sans vision globale de la chose. Et au-delà de ces moyens juridiques-là, c'est sûr qu'on n'est jamais contre l'adoption de différentes politiques, de mesures économiques, environnementales, sociales qui respectent les exigences du droit à l'alimentation, mais c'est sûr qu'on aspire à quelque chose de plus contraignant. Et aussi et surtout, pour réaliser le droit à l'alimentation et pour forcer le gouvernement à prendre action, on a besoin de la population, de la société civile et finalement l'ensemble des systèmes alimentaires qui doivent mobiliser le droit à l'alimentation et favoriser sa reconnaissance plus formelle. Donc, en gros, il faut en parler, le revendiquer puis faire pression sur les gouvernements. Prochaine slide. Donc, oups, ça, c'est pas ma slide. Non, l'autre d'avant. Yes, merci. Donc, comme je vous disais, le RCCQ, on a décidé de travailler sur l'objectif de faire adopter une loi cadre pour arriver à garantir le droit à l'alimentation pour la population québécoise. C'est d'ailleurs une voie qui est recommandée par l'ONU dans les cas où, comme je disais, la modification de la Constitution est impossible ou difficile. Donc, vous vous demandez peut-être, et avec raison, qu'est-ce que ça mange en hiver, une loi cadre? En fait, une loi cadre, c'est un peu comme une super loi qui permet de traiter de questions intersectorielles qui touchent plusieurs secteurs en même temps, comme c'est le cas pour l'alimentation. Donc, contrairement aux lois ordinaires qui portent sur un secteur spécifique ou une question là, très précises et qui vont venir établir des règles très, très précises, justement, la loi cadre vient plutôt établir des principes et des obligations générales et elle prévoit l'obligation pour le gouvernement d'adopter des mesures par la suite, d'adopter des mesures plus précises dans chacun des domaines pertinents dans un délai que la loi va fixer. L'image qui vient spontanément en tête quand on parle d'une loi cadre, c'est un parapluie qui viendrait chapeauter l'ensemble de notre système juridique et qui, dans le cadre du droit à l'alimentation, viendrait s'assurer qu'il n'y ait aucune violation avérée ou potentielle du droit à l'alimentation qui réussisse à pénétrer dans notre système juridique. Dans plusieurs pays, dont le Canada, les lois qui touchent à l'alimentation, on le sait, viennent vraiment de plusieurs secteurs et ne sont pas nécessairement liées entre elles et surtout ne sont pas soumises à un cadre de droits humains, les fameux principes ou valeurs panthères dont je vous ai parlé précédemment. Et ne sont pas vraiment encadrés non plus par des obligations très claires pour l'ensemble du gouvernement. Donc, on a vraiment plusieurs dizaines de lois et de règlements qui sont dispersés sous différents ministères et qui causent parfois des manquements au droit à l'alimentation, donc à différentes composantes du droit à l'alimentation. Et de là, l'importance d'adopter une loi cadre pour venir chapeauter l'ensemble de ces lois et règlements-là qui vont venir toucher ou de près ou de loin, oui, aux exigences du droit à l'alimentation. Ça peut être au niveau de la santé, de l'environnement, des programmes sociaux, de l'éducation, la famille, travail, revenus,
agriculture, aménagement du territoire. On ratisse vraiment, vraiment large. Donc, cette loi cadre-là qui serait adoptée viendrait vraiment obliger chacun des ministères à examiner ses lois, ses règlements, ses politiques pour s'assurer qu'ils ne contreviennent pas aux exigences du droit à l'alimentation. Et ça viendrait aussi permettre d'identifier toutes les lacunes qui nécessiteraient soit la modification des lois, des règlements actuels ou l'adoption de nouvelles lois ou de nouveaux règlements pour s'y conformer. Et aussi, fait important, la loi cadre, en fait, ça serait une façon de venir faire entrer formellement le droit à l'alimentation dans notre système juridique, ce qui manque actuellement. Et là, ça donne un peu une poigne pour le revendiquer devant les tribunaux en cas de violation. Parce que là, en ce moment, on ne peut pas le faire étant donné que le droit à l'alimentation n'apparaît pas dans aucune loi. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, par rapport aux autres droits fondamentaux comme le droit à l'égalité, la liberté d'expression, etc. C'est des droits qu'on peut revendiquer devant les tribunaux parce qu'ils font partie de la Charte québécoise, en fait. Donc, jusque-là, c'est bien, mais là, on peut se demander aussi à quel palier de gouvernement on doit s'adresser pour réaliser le droit à l'alimentation et faire adopter cette loi cadre-là, sachant que l'alimentation, c'est une compétence qui relève d'un peu tout le monde, hein, gouvernement fédéral, provincial et même à certains égards les municipalités. En fait, la loi cadre, elle pourrait être adoptée autant au fédéral qu'au provincial. Au RCCQ, on a décidé de se mobiliser vraiment au niveau provincial, d'une part parce que c'est notre échelle de travail. Là. Nous, on est vraiment un organisme qui est québécois. Et aussi parce qu'on trouve logique, en fait, oui, l'alimentation, ça relève des deux paliers de gouvernement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont liés au droit à l'alimentation. Hein. Je parlais justement environnement, éducation, famille, revenus, aide sociale, etc., qui sont gérés par le Québec. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de sens. Puis, c'est sûr qu'on a besoin aussi de l'appui du fédéral et des municipalités, mais vraiment, on se concentre sur le gouvernement québécois. Prochaine slide. Donc, vous vous en doutez sûrement, ce n'est pas demain matin qu'on va parvenir à faire adopter une loi cadre. Hein. C'est un travail de longue haleine, c'est un marathon. Donc, notre objectif au RCCQ, c'est d'arriver à faire en sorte que ce projet-là devienne un enjeu électoral lors des prochaines élections provinciales en 2026. Donc, on a beaucoup de boulot d'ici là. Et en fait, vous avez aussi beaucoup à faire individuellement et collectivement, puis on a vraiment besoin de vous. On ne peut pas mener cette bataille-là tout seul. En fait, le droit à l'alimentation, c'est un droit qui ne sera jamais garanti si on n'en fait pas un enjeu de société, puis un projet dans lequel tout le monde croit et que tout le monde revendique finalement. Puis j'oublie tout le temps de le nommer, mais je trouve ça important de le faire. On travaille sur le droit à l'alimentation, on veut assurer la sécurité alimentaire de tout le monde. Quand on élève un droit comme ça, un droit humain comme le droit à l'alimentation, sachez qu'on élève aussi tous les autres droits économiques et sociaux comme le droit au logement, le droit à un environnement sain, le droit à la santé, à l'éducation, etc. Fait que c'est notre cheval de bataille, mais c'est pas parce qu'on oublie les autres. Hein. Ça fait avancer tous les droits parce que c'est un peu tous les mêmes principes qu'il y a derrière ça. Donc, ce qu'on vous invite à faire avec nous, c'est de commencer par reconnaître l'existence du droit à l'alimentation, de s'approprier son contenu, ses composantes, le cadre panthère, les responsabilités des gouvernements, en parler aussi, peut-être justement d'essayer d'introduire le droit à l'alimentation dans votre vocabulaire, dans vos plaidoyers, en parler à vos proches, à nos collègues, à nos élus surtout. Et là, justement, je parlais de l'automne qui va être très mouvementé de notre côté. Bien, prendre part à notre mobilisation populaire autour du droit à l'alimentation. On va avoir une action dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre prochain. On va en profiter aussi pour lancer officiellement notre site Internet entièrement dédié au droit à l'alimentation, qui va être un outil de mobilisation. Donc, restez à l'écoute de nos démarches. Puis Erika vous fera parvenir, là, il n'est pas encore prêt, notre site, mais quand il sera prêt, vous allez recevoir aussi dans la loupe des courriels le lien vers le site. Merci. Fantastique. Merci, Jessica, pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a une personne qui aurait une question de clarification rapide. Il y a des gens qui applaudissent. Ça, on aime ça, merci. Il n'y a pas rapidement une personne qui lève la main si vous voulez lever la main pour poser une question de clarification. On va pouvoir échanger sur tout ça, poser des questions de fond dans la deuxième partie du webinaire. Ah, Emma qui lève la main. Non, c'était juste pour l'événement de mobilisation. C'est ça, on va avoir bientôt le quand et le quelle heure et le où pour ça, ou est-ce que ça va être juste un petit peu partout? En fait, c'est les partenaires, les organismes partenaires qui vont être invités à une action, puis nos membres là, qui vont être invités à une action un peu d'éclat.
Donc, vous aurez, tu sais, c'est ça, ça va se passer la journée même, mais OK. c'est clair que vous allez en entendre parler là, ouais, par la suite. Parce que j'ai une équipe de mobilisation que je voulais juste leur préparer. Fait que si j'avais les détails là-dessus, OK. merci. Excellente intervention. C'est sûr que d'être outillé à l'avance pour pouvoir bien rentrer dans le bon timing, ça aide. Super. Ben, on va passer à la prochaine présentation. Ce serait Tasha. Tasha, qu'est-ce que tu préfères? On avait dit que tu présentais toi-même. Est-ce qu'on y va toujours selon le plan? Oui, Parfait. je pense que j'ai réussi à partager mon écran. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est On le voit? fantastique. Mais bonjour tout le monde. Merci encore, Erika, de l'invitation et d'avoir organisé ça. Je pense que c'est très, très, très pertinent, d'actualité de parler des différentes plaidoiries. Et je pense que c'est vraiment, Jessica, Roxane et moi-même, on se parle de plus en plus régulièrement, et on se voit de plus en plus régulièrement à des différents événements, parce que nos initiatives doivent et vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Alors, je voulais juste assurer que tout le monde comprend ça, qu'on travaille ensemble. On n'est pas en compétition, on voit vraiment la progression, puis tous les différents éléments de nos propos comme un ensemble qui doivent être attaqués ensemble. Si je peux avancer mes diapos, ça serait bon. Mais là, j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Shit. Oh, here we go. OK. Ah non, je suis allée trop vite maintenant. Désolée. Euh, alors, moi, je suis Tasha Lackman, je suis la directrice générale du dépôt Centre communautaire d'alimentation. Puis, on a été mandaté par notre organisme parapluie, qui est le centre, les centres communautaires d'alimentation du Canada, de porter un effort régional au Québec, d'avancer la plaidoirie sur différents enjeux. Je veux juste commencer par dire la vision du dépôt, qui est une communauté prospère et unie où une alimentation nourrissante et accessible est considérée comme un droit humain fondamental. Alors, justement, on est déjà imbriqué dans la démarche du RCCQ. Et même si nous, on a décidé une approche différente de prendre un petit bout avec un demande très précis, on vise le même objectif plus à long terme. Même chose pour notre réseau, qui a plus de 350 partenaires à travers le pays. Eux aussi, dans leur vision et leur mission, ils parlent justement d'un droit à l'alimentation. Alors, même si on a quelque chose de précis, parce qu'on trouve on parle ce temps-ci de relentless incrementalism. Alors, de vraiment avancer par bout, on vise la même chose. Voilà. Alors, nous, la proposition de valeur qu'on vous a, c'est une organisme pan-canadienne qui a la capacité et qui a mis comme priorité de faire beaucoup de recherches afin de proposer des accents clairs avec des outils clairs afin qu'on peut mobiliser ensemble. Euh, Vous le savez peut-être, le dépôt est un organisme de première ligne. Et comme vous, la demande pour nos services éclate. Et ce qu'on s'est rendu compte avec beaucoup de discussions au fil de la dernière année qu'on était en pleine étude stratégique, c'était qu'on pouvait pas seulement continuer euh, de répondre à la demande parce qu'on va jamais y arriver. Et donc, on doit penser à plus long terme. Et c'est un peu ça le constat du CCAC et des membres du réseau également. L'enjeu, c'est que, comme vous le savez, si vous êtes dans un organisme de première ligne, on est à bout. On travaille tellement fort que de pouvoir trouver le temps de faire la recherche, de rédiger les mémoires pour la plaidoirie, mais on n'a pas le temps. Alors, c'est là où le CCAC vient en appui parce qu'ils ont tout fait ça pour nous et on peut mobiliser autour de la super réflexion qu'ils ont déjà faite. À la base, nous, on croit que l'insécurité alimentaire n'est pas un problème d'alimentation, c'est un problème de revenus.
C'est sûr que c'est plus complexe que ça. C'est sûr que, comme Jessica a mentionné, il y a des enjeux d'environnement, d'agriculture, de prix, de monopoly, de plein de différents éléments. Mais à la base, pour nous, on est vraiment dans cette optique-là. Et il y a eu de la recherche aussi qui démontre que c'est vraiment les politiques qui accroissent les revenus des personnes qui peuvent efficacement réduire l'insécurité alimentaire. Alors, c'est là où nous, on vise. J'ai pas besoin de vous parler de ça, vous le savez, et Erika l'a déjà mentionné, mais 1 personne sur 4 au Canada vit avec l'insécurité alimentaire et 1 personne sur 6 au Québec. On est un pays riche, ça n'a aucun bon sens. On doit trouver des solutions, puis on connaît les solutions. Jessica vient d'en parler, moi je vous propose une autre, et encore une fois, un s'implique dans l'autre. Encore une fois, c'est des choses que vous savez, mais ça va expliquer un peu d'où on arrive avec la demande précise que je vais arriver à vous mentionner, expliquer bientôt. Mais on le sait, on est en train comme société d'appauvrir. La ligne Bourgogne sur le diapo démontre l'augmentation des revenus en général au fil des dernières quelques années. Puis les barres démontrent l'augmentation en pourcentage des différents coûts de base, les frais de transport, le logement. Alors, on peut facilement voir avec ce diapo que on est en train d'avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Alors, avec tout ça en tête et avec toute la réflexion que le CCAC a fait avec d'autres, on pense que le temps maintenant, c'est d'agir, c'est maintenant. On sait qu'il y a une élection qui s'en vient, même si on ne sait pas exactement quand. Et même cette semaine, avec ce qui s'est passé à Montréal, où les libéraux ont perdu un siège au Bloc, on voit que il faut agir maintenant pour mettre le plus de pression sur le gouvernement avant que ça change. On pense aussi qu'on doit parler avec un seul voix, le plus que possible. Et ce qu'on a choisi pour l'enjeu où on veut focuser, c'est vraiment une allocation pour l'épicerie et les besoins de base. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'est vraiment de transformer le crédit TPS-TVH qui existe déjà. Alors, c'est une architecture fédérale qui existe déjà et la porte a déjà été ouverte par le gouvernement fédéral en juillet passé, juillet 2023, où ils ont offert aux Canadiens un remboursement d'épicerie. Sûrement vous en avez entendu parler, c'était entre 400 et 500 dollars pour les gens avec les plus bas revenus. C'est un paiement qui est arrivé une fois et nous, on l'avait beaucoup critiqué. On a dit c'est un bon début, sauf que les gens doivent acheter leur épicerie à tous les mois. Ça marche pas de faire un one-shot deal. C'est pas un changement qui va transformer la vie des gens. Peut-être c'est une mesure d'aide, mais c'est pas assez. Mais la porte était ouverte. Ils ont utilisé la structure, l'architecture du TPS TVH pour faire descendre l'argent aux gens. Alors, avec la réflexion du Conseil d'action sur l'abordabilité, il y a eu beaucoup de réflexions et une transformation de ce crédit-là peut fournir jusqu'à 150 dollars par mois à des familles enfin, à chaque adulte dans une famille, plus 50 dollars par enfant, qui vraiment pourrait faire une grosse différence dans la vie des gens. En plus, c'est calculé selon leurs revenus et administré par le système fiscal. Alors, vous avez probablement tout de suite la question, mais qu'est-ce qui se passe pour le 20-22% des gens qui ne déposent pas leur déclaration d'impôt? C'est sûr que les mesures qu'on propose ne peuvent pas aider tout le monde d'un coup. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant. Rachel de mon équipe est ici aujourd'hui. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est autant travailler avec vous, nos partenaires, pour mobiliser, mais aussi mobiliser, et on espère que vous allez accepter aussi le défi de mobiliser les participants dans vos programmes. Et ce qu'on entend des participants de nos programmes, c'est que
ils pensent vraiment que ça pourrait toucher leur vie. Et en plus, ils voient des idées de mobilisation dans nos communautés, de faire plus de cliniques de taxes, plus de cliniques d'impôts pour aider les gens de déposer. Alors, il y a toute une possibilité, non seulement de faire la plaidoirie en haut, mais de faire l'éducation populaire au niveau local et d'assurer que les membres de nos communautés sont en train, le plus que possible, s'ils sont éligibles évidemment, de faire leur déclaration d'impôt qui va faire descendre plus d'argent dans leur poche. Vous savez aussi, dans le choix de ce mesure-là, que c'est les gens entre 18 et 64 ans au Canada qui ont le moins de transferts gouvernementaux. Ils reçoivent le moins d'argent de tous les autres. Alors, il y a quand même des transferts pour les enfants, il y en a pour les aînés, mais le 18 à 64, c'est une grande lacune. Alors, ce mesure-là vient vraiment chercher cette population-là. Et ça fournit une prestation mensuelle prévisible qui peut alléger le fardeau pour des gens. Ça pourrait aider presque 10 millions de familles à travers le pays. J'ai essayé de respecter mon temps. J'ai oublié de commencer mon stopwatch, mais je pense que je suis correcte. Ça Correct, va? Tacha, il n'y a pas de problème. OK. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? J'ai mentionné que le CCAC a créé des outils pour nous. Alors, il y a des synthèses de politique, de demande. Il y a des liens, ça va être partagé avec vous après. Je ne vais pas cliquer parce que je suis peur de me perdre dans les documents. Mais il y a des liens ici, des hyperliens. Alors, il y a des policy synthesis, des briefs. Il y a aussi un document avec tous les matériels pour une campagne, parce qu'on vous demande justement d'aller rencontrer vos membres de parlement, vos députés, pour les parler de ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, mais tous les documents sont ici. Une invitation par courriel, des scripts de quels sont les points les plus importants à parler. Tout est mâché, préfait pour vous afin de vous faciliter la vie. Et en plus, le CCAC a créé un nouveau site web. Ça, c'est l'enjeu avec un organisme parappui pan-canadienne que même s'ils ont un site en français, le lien est en anglais. Mais bref, ça, c'est des détails qu'on va régler avec le temps. Mais c'est vraiment formidable. Vous mettiez votre code postal et tous les données liées à la pauvreté puis l'insécurité alimentaire et la démographique de votre circonscription électorale est créée dans un beau document formaté. Alors, je vous invite à l'essayer. C'est vraiment cool. Puis après, vous avez l'option aussi d'écrire tout de suite un lettre en cliquant sur un bouton à votre député. Leur adresse est dans le système, je ne sais pas comment ça marche, mais bref, vous pouvez écrire une lettre tout de suite avec des revendications. Alors, tout est fait, mais ce qu'on vous demande, c'est de commencer à rencontrer vos députés, à leur parler de, je pense, ce besoin global d'un droit à l'alimentation et ce mesure précis qui vient pallier un moment de crise, un moment d'urgence soutenu dans nos communautés. Alors, l'objectif, c'est vraiment qu'on ait une voix unie. Et juste pour finir, je vais vous dire qu'on a rencontré, nous, pendant l'été, nos députés pour les territoires que nous on sert. Puis c'était assez fascinant ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que c'est la première fois dans leur vie politique qu'ils ont rencontré une organisme de première ligne qui avait une demande large et qui n'était pas juste en train de demander de l'argent pour leur organisme. Et c'est des gens que j'avais déjà bâti des relations avec, puis ils m'ont vraiment dit, c'est fascinant ce que vous faites, mais il faut mobiliser parce que votre demande, oui, on peut essayer d'envoyer les mémoires à Chrystia Freeland, on peut essayer de faire des choses, mais si
il n'y a pas des gens dans toutes les circonscriptions qui parlent, qui ne parlent pas. Il faut que des gens dans toutes les circonscriptions parlent à leurs députés de cette demande-là afin que ça commence à être parlé au caucus, puis pour que ça avance. Alors, c'est vraiment ça la demande que vous mobilisez avec nous pour faire descendre de l'argent dans les poches des gens qui en savent. Merci. Merci beaucoup, Sacha, pour cette super présentation très claire. Je pense que sans plus tarder, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat, on va pouvoir y revenir. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Roxane Milo et Lucie Poulain du RIOCM. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon Oui, on écran? voit Oui, bien, tout on va entend bien. bien. C'est super. Voilà. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Roxane Milio. Erika, merci de nous avoir présenté tantôt aussi. Je suis avec ma collègue Lucie aujourd'hui. Donc, le RIAC, c'est quoi? C'est un regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Donc là, on est là, nous autres, en soutien à une campagne qui va être lancée, qui est lancée aujourd'hui, disons. Là, c'est comme la première fois. C'est le visuel que vous avez en primeur. Donc, nous, on est vraiment en soutien parce que c'est une campagne qui est faite par et pour les organismes communautaires de Montréal qui œuvrent en sécurité alimentaire. Donc, nous, on est qui? En fait, on est un regroupement, donc on représente les groupes d'action communautaire et d'action communautaire autonome à Montréal en santé et services sociaux. Donc, on est amené à être interlocuteur privilégié pour les financements communautaires dans le réseau de la santé, donc pour le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, à la santé publique, à la ville, des autres bailleurs de fonds. Donc, c'est ce qu'on fait. Sauf qu'aujourd'hui, on vient vous présenter la campagne Mettons fin à la crise, donc la crise alimentaire, hein, mais aussi la crise qui se passe dans les groupes d'action communautaire qui sont en première ligne, donc le travail de proximité qui se fait auprès des personnes. Puis, c'est pour mettre de l'avant, en fait, pour visibiliser ce qu'ils font, c'est ce qui font partie de la solution et ce qu'on demande, c'est du financement à la mission. Donc, vous n'allez pas être surpris de ça. Donc, on va se concentrer là-dessus sur les enjeux financiers des groupes. Et vraiment, c'est une initiative des groupes communautaires qui n'ont pas le temps du tout hein, de faire ce genre de choses parce qu'ils sont très, très, très occupés. Et vous le savez, vous faites partie de... Et j'en ai vu plein ici. C'est un cri du cœur qui a été lancé par les groupes. Puis, il y en a qui ont mis la main à la pâte à cette campagne-là. Donc, je veux les nommer. C'est le Carrefour Saint-Eusèbe, le Carrefour des femmes d'Anjou, le Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie, Cuisine et vie collective Saint-Roch, le Chic Resto Pop, le Dépôt Centre communautaire d'alimentation, les tables de quartier Peter McGill et Parc Extension, la table de concertation sur la fin du Montréal métropolitain et, comme je vous disais, le RIAC est en appui à cette campagne-là. Donc, je vais vous présenter notre revendication principale. Ensuite, les enjeux qu'on a essayé de résumer en 10 minutes, ce qui est c'est vraiment pas facile, mais il y a un argumentaire qui va sortir. Ensuite, ma collègue va vous parler des actions de l'automne et de l'appel à l'action qu'on vous fait aujourd'hui parce que vous êtes des alliés dans cette lutte-là. Donc, notre revendication principale, c'est l'augmentation du financement à la mission des organismes communautaires qui œuvrent en sécurité alimentaire, mais de l'ensemble des organismes, des groupes communautaires qui travaillent par et pour les personnes les plus démunies. Pourquoi? Bien, déjà parce qu'il y a un sous-financement et encore plus grand pour les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire, dont c'est la mission principale. Il y a énormément de groupes qui se mettent à faire des actions en sécurité alimentaire. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits où référer les gens, parce que les organismes en sécurité alimentaire débordent. C'est aussi parce que pour faire des activités avec les gens, bien, c'est un peu un préalable que ces gens-là aient mangé suffisamment. Et c'est aussi parce que tous les groupes d'action communautaire travaillent vers la lutte à la pauvreté. Donc, c'est leur mission. Puis, comme on l'a dit tantôt, bien, il y a une interrelation entre les actions et les droits qu'on défend. Donc, bien sûr, c'est l'ensemble des groupes faut permettre un financement à la mission et récurrent de l'ensemble de ces groupes-là. On a des cibles très claires, on a mis leurs photos, donc c'est une campagne provinciale. On cible Lionel Carman, qui est le ministre responsable des services sociaux, donc pour le PSOC, qui est quand même le 3/4 des groupes d'action communautaire autonome, et Chantal Rouleau, qui est ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire.
Pour parler des enjeux, je vais essayer de les résumer, mais je ne vous apprendrai rien aujourd'hui. C'est vraiment juste pour en rappel, mais c'est aussi pour visibiliser des enjeux dont on parle peut-être moins quand on parle d'insécurité alimentaire parce qu'il y a tellement à dire sur l'aspect complexe de l'accès à la nourriture. Donc, le premier enjeu serait qu'il existe des enveloppes de financement qui sont dédiées aux communautaires et qui sont dédiées pour l'insécurité alimentaire, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais le problème, c'est que c'est souvent des fonds dits d'urgence, alors que là, comme l'a dit Tasha, on est dans une crise soutenue et systémique. Donc, il faut des actions qui sont de l'ordre plus que des fonds non récurrents, plus que des fonds par projet ou qui sont conditionnels à du partenariat, plus que des fonds en denrées alimentaires. Pour des denrées alimentaires, il faut vraiment des fonds qui permettent d'adresser les causes de cette crise-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les fonds qui sont disponibles en ce moment, la plupart ratent leur cible parce que ça crée une très grande insécurité financière, une insécurité, puis une instabilité par rapport aux activités qui sont offertes dans les groupes et pour l'équipe de travail parce que tout ça, c'est toujours lié au projet et aux fonds disponibles alors qu'il faut des fonds récurrents pour le fonctionnement. Le deuxième enjeu, c'est justement la question du sous-financement. Puis là, ce qu'on voit, c'est que puisqu'il n'y a aucune augmentation du financement de base ou très peu, bien évidemment, l'écart se creuse avec l'augmentation des besoins des groupes et l'inflation incroyable qu'il y a. Puis là, les groupes me disaient, on n'est plus au bord du précipice, là. On est dedans, on est dans le gouffre en ce moment, on est vraiment à un point de rupture, on est au niveau qu'on refuse des demandes, on diminue des paniers alors que les demandes sont de plus en plus grandes. Donc, c'est complètement inacceptable. L'enjeu qu'on veut surtout mettre de l'avant, c'est que les fonds qui arrivent souvent sont bloqués à un niveau, par exemple, les décideurs ont l'impression que s'ils donnent de l'argent pour des denrées alimentaires dans les grandes moissons, par exemple, ben, ça va se rendre aux personnes. Ben non. C'est les groupes communautaires qui travaillent sur le terrain qui permettent d'amener cette nourriture-là jusque sur les tables. Et il y a un paquet d'actions qui sont faites, et là, j'en ai listé quelques-unes ici, mais peut-être la première, c'est peut-être la plus importante, et c'est celle que les groupes communautaires sont les plus à même de réaliser, c'est-à-dire de rejoindre les personnes qui sont marginalisées, qui sont isolées, puis qui sont particulièrement vulnérables. C'est les groupes qui travaillent par et pour les personnes qui sont capables de faire ça. Donc, à commencer par ça, il faut vraiment visibiliser, puis pour faire ça, ben, il faut avoir du financement périn. L'autre enjeu, c'est pas étranger à tous les secteurs du milieu communautaire, mais c'est la pénurie et la précarité des personnes qui sont engagées dans les groupes. Et là, quand on parle de ça, c'est pas juste les travailleurs, travailleuses, c'est aussi les bénévoles, c'est aussi les militants, c'est la charge énorme qui est mise sur le dos des coordinations. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est que, ben, il y a une dureté physique du travail, hein, de trier des aliments pendant des longues heures parce que c'est des aliments périmés, de gérer tout ça, la logistique, mais c'est aussi une charge émotionnelle de plus en plus intense parce que les situations sont de plus en plus dramatiques, les groupes sont sans ressources, donc ils sont aussi impuissants hein, par rapport à ça, et ça crée de la détresse émotionnelle. Et finalement, on en a parlé depuis le début, mais c'est la reconnaissance du milieu communautaire et du droit d'alimentation dans le sens que, puis c'est un de nos mots-clés, les groupes d'action communautaire ne font pas que du dépannage, même si ça prend de plus en plus de place, parce que c'est les personnes qui, en fait, ils sont amenés, en fait, de plus en plus à recevoir des demandes de la population qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Mais il faut se rappeler que les groupes communautaires, leur force, c'est qu'ils luttent dans une perspective de droit à l'alimentation. Ce n'est pas leur mission ni leur rôle de porter l'entière responsabilité de nourrir la population. Ils n'ont pas les infrastructures ni les moyens pour ça. Et ce n'est pas leur force principale, même s'ils font partie de la solution et qu'ils sont des acteurs extrêmement importants. Et une des solutions, c'est aussi de faire des actions comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont les mieux placés pour faire remonter les enjeux du terrain, puis surtout de nommer quelles sont les meilleures solutions à mettre en place pour mettre fin à cette crise-là. Et là, je vais laisser la parole à Lucie qui va nous parler justement des actions qui ont été réfléchies par les groupes de Montréal.
Merci Roxane d'avoir mis la table. Donc maintenant qu'on comprend bien les enjeux, la revendication, notre positionnement, moi je vais poursuivre avec le volet action de la campagne. Je vais vous présenter un peu comment on va la déployer cet automne. Bon, là, l'automne est déjà entamé. Ce qu'on vise comme date, là, c'est le plus tôt possible, en fait. La semaine prochaine, si on arrive à tout finaliser les outils, là, mais d'une journée à l'autre, on va pouvoir propulser ça dans l'espace public. Donc, comme vous l'avez entendu, la cible, elle est politique. On n'est plus à l'étape de convaincre qu'il y a une crise alimentaire. On le sait, les gouvernements aussi le savent. Il y a de l'argent. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est vraiment que les fonds ratent leur cible. Ils ne se rendent pas aux groupes communautaires qui font partie de la solution. Donc, on a prévu une série d'actions politiques et médiatiques pour commencer cette campagne-là. D'abord, la semaine prochaine, on va faire parvenir une lettre au ministre Carmen et Rouleau pour leur déposer notre demande, notre revendication, faire une demande de rencontre. Donc, ça, c'est prévu la semaine prochaine. On va laisser un petit peu de temps pour voir si on a des réponses. Par la suite, on va faire la diffusion d'une lettre ouverte dans les médias pour réitérer un peu cette demande-là, interpeller à nouveau les ministres, réexposer les enjeux, puis avoir vraiment comme le partager dans l'espace public. Donc ça, on vise fin septembre, début octobre dans ces eaux-là. Ensuite, là, c'est toutes des dates aussi qui sont approximatives parce que la conjoncture est encore un peu incertaine, puis on veut aussi être capable de s'ajuster aux réactions et tout. Donc, après la lettre ouverte, ce qu'on aimerait faire, c'est une conférence de presse à peu près en novembre. La date n'est pas déterminée, là. Puis il y a des éléments comme le mini-budget aussi. Donc, on va regarder ça, on va regarder les disponibilités, puis essayer de cibler un moment qui est le plus pertinent pour taper sur ce clou-là. Puis, parlant de mini-budget, on compterait faire aussi une réaction au lendemain pour probablement dire qu'il n'y a pas assez d'argent, que l'argent n'est pas bien investi, etc. On connaît les discours. Donc, plus concrètement, vous, comment participer à ça? Ben d'abord, ce qu'on aimerait, la première chose la plus importante, c'est de démontrer votre appui à la campagne, parce qu'on veut parler d'une voix forte. On veut montrer que la revendication est portée par le collectif. Ça, c'est crucial. D'ailleurs, tous ceux qui vont avoir signé vont être diffusés dans la lettre ouverte, là. Donc, là, je vois, merci Erika d'avoir partagé le formulaire d'adhésion. On vous l'envoie comme ça un peu d'avance. La campagne n'est pas lancée. Fait que, s'il vous plaît, diffusez-le pas dans vos réseaux maintenant. Mais je vous invite quand même à le signer là, tout de suite si vous pouvez ou comme le plus rapidement possible parce que on pourra profiter de l'effet. De l'effet d'entraînement pour lancer la campagne. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus puis le remplir. Donc, deuxième chose, on va mettre à votre disposition un modèle de lettre à personnaliser pour envoyer à votre député, à vos députés pour leur demander de rendre public leur appui, puis qu'ils vous supportent aussi dans vos revendications, dans nos revendications, puis qu'ils mettent la pression politique sur les ministres qui ont été ciblés. Donc, il y a ça. Puis ensuite, ben, c'est de faire vivre la campagne dans votre réseau. Il va y avoir du matériel visuel disponible la semaine prochaine, je croise les doigts, en tout cas très bientôt. Bannière Facebook, signature électronique. Donc, puis il va y avoir aussi des mots-clés qu'on pourra utiliser pour les diffusions. Donc c'est vraiment de vous approprier ça, de les mettre aux couleurs dans vos organismes et concertations. Puis, tu sais, si vous voulez, par exemple, faire enregistrer des témoignages, ben allez-y, tu sais, diffusez-les. Tout ce qui vient, dans le fond, renforcer les propos de la campagne, n'hésitez pas, là, tu sais, il faut vraiment que ça respire vous êtes sur le terrain, tu sais, donc c'est vraiment, c'est votre campagne. Aussi, on le voit, en tout cas, on l'a vu, là, ça va circuler. Le site web de la campagne est hébergé au RIOC, là, c'est rioc.org/financement mission. Donc, on va mettre tout le matériel là quand il sera prêt, très bientôt. Puis, en signant le formulaire d'adhésion, on va garder contact, on aura vos coordonnées, puis vous allez pouvoir rester informé, puis on va vous annoncer c'est quand les actions médiatiques et politiques auront lieu. Donc c'est ça, c'est vraiment excitant, ça arrive bientôt, la semaine prochaine. On va avoir des beaux outils, un beau guide de mob, vous allez être bien outillés, puis on espère vraiment que vous allez embarquer parce que c'est votre campagne, c'est notre campagne. Donc, voilà, ça fait le tour pour notre campagne qui s'appelle « Mettons fin à la crise ».
les organismes communautaires font partie de la solution, financer leur mission. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roxane et Lucie. C'était super clair et efficace. J'aimerais ça sauter tout de suite. Oh, on a des cœurs, bravo. J'aimerais ça tout de suite sauter dans les échanges, en fait. Avoir vos réactions, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Donc, plus ça fait que ça sert à Espace Cuisine, ça sert à mieux travailler ensemble. Là, il y en a donc 3 campagnes qui s'en viennent ou sont en cours. Une au niveau fédéral, 2 au niveau plus provincial. J'aimerais ça vous entendre. J'ai eu dans votre formulaire d'inscription, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient déjà en mode plaidoyer. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils aimeraient ça et qui étaient vraiment intéressés à participer. Donc, vous avez reçu des outils. Vous allez en recevoir plus encore par courriel, étant donné que vous êtes inscrits. Mais oui, on a Emma qui a une première question. Excuse-moi, c'est pas une question, c'est juste une petite affaire logistique. Le formulaire collecte notre email automatiquement, puis après ça, il nous demande notre email 2 fois séparément. Juste pour vous flaguer ça. Ça marche, j'en prends note, mais ça fonctionne quand même. Hein? Au pire, c'est un doublon, là, on l'arrangera. Merci. Merci, Emma. Excellent commentaire. Donc, on voit déjà qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de compléter le formulaire. C'est très apprécié. Est-ce qu'il y a certains outils qui sont plus pertinents que d'autres ou certains éléments qui, peut-être, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des réticences à participer à ce genre de campagne-là ou un malaise quelconque ou des approches qui vous semblent plus gagnantes que d'autres? J'aimerais ça vous entendre, mais sinon, je vais vous passer des... Oui, on a Étienne Noiselle de Moisson. Je ne vois pas quelle Moisson. Oui, de Moisson Montréal. Mais merci beaucoup à tout le monde pour vos présentations. C'était super intéressant. J'avais une question pour le RIOCM que justement Roxane t'avait mentionné que vous aimeriez peut-être plus que le financement gouvernemental aille directement aux organismes et passe moins par les moissons. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre campagne, qui ferait partie de vos demandes, justement? C'est-à-dire que ce que les groupes ont noté, c'est que, puis tu sais, c'est pas seulement l'argent qui va aux moissons, c'est l'argent qui va aussi à toutes les denrées. C'est qu'il y a des éléments qui sont invisibilisés. Tu sais, comme je disais, tu sais, la nourriture qui arrive chez vous, c'est parfait. Tu sais, il y a plus de nourriture, c'est bien. Mais il y a un paquet d'autres choses qu'il faut soutenir pour que la nourriture arrive sur la table des personnes. Tu sais, puis c'est ça qui, en ce moment, tu sais, on parle de sous-financement dans le milieu communautaire, mais là, c'est extrêmement critique. Tu sais, c'est comme les groupes n'y arrivent plus, là. C'est des coordinations qui font des 60-70 heures par semaine. C'est des gens qui se blessent, c'est des gens qui partent en maladie. Tu sais, c'est des groupes communautaires qui luttent à la pauvreté, puis la plupart des gens qui travaillent dans les groupes continuent, tu sais, vont aux banques alimentaires là, pour se nourrir. Fait que, tu sais, il y a vraiment un déséquilibre. Puis c'est tant mieux qu'il y a eu des investissements qui ont été faits, puis que vous avez eu l'écoute du gouvernement pour avoir eu une augmentation en termes de denrées alimentaires. Mais là, on oublie toute une autre grosse partie, puis c'est ça qu'on veut visibiliser. C'est pour ça que les groupes s'impliquent dans cette campagne-là. Fait que c'est plus ça. Est-ce que ça répond, est-ce que ça clarifie un petit peu? Oui, ben c'est ça, je me disais juste que c'était quoi comme la position, parce que c'est sûr que, mettons, je pense que Moisson Montréal, disons, se positionnerait peut-être pas en faveur qu'on diminue notre financement, disons. Mais si c'est pour demander, tu sais, comme, Il faut si c'était penser à quoi l'autre que... partie, tu sais. C'est comme c'est dire, ben, C'est ça, c'est super, exact. tu sais, vous faites arriver de l'argent chez nous puis en denrées, mais s'il y a personne qui vient chercher cette bouffe-là, qui la trie, qui fait des paniers, qui livre ces paniers-là directement aux personnes puis qui sont capables de rejoindre les personnes sur le terrain, ben, je veux dire, elle va rester chez Moisson Montréal, là, la nourriture, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, c'est de dire, ben là, vous avez oublié.
une partie de la chaîne de distribution alimentaire, puis c'est une partie extrêmement importante. Fait que je pense que vous êtes vraiment appelés à être des alliés là, dans cette lutte-là. Oui, 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 exactement. C'est ça, c'était vraiment juste pour clarifier que ça soit pas tant comme d'enlever du financement des moissons pour le mettre aux organismes, mais plus que ça soit en addition. Ce que je comprends, c'est ça, on est des partenaires engagés avec tous les 300 organismes à Montréal, puis on voit la demande qui augmente, puis on voit leurs besoins, puis ça explose. Fait que c'est ça. Ils ont besoin de plus d'argent. Nous aussi, on essaye de pousser pour aller chercher le plus de nourriture, puis tout. Fait que c'est ça, c'était juste savoir si on était sur la même longueur d'onde, puis qu'on continue justement ouais, à s'entraider, c'est ça. Ah oui, on a chacun une partie très importante. Il faut rappeler aussi là, que Moisson Montréal, là, c'est une demande des groupes communautaires là, de mettre ça en place. Parce qu'avant, c'est chacun des groupes là, qui était responsable d'aller chercher par-ci, par-là. Puis là, maintenant, ils sont de plus en plus amenés à le faire, justement, parce qu'il y a, il y a pas nécessairement les denrées dont on a besoin en quantité, en qualité, qui répondent aux besoins alimentaires, aux différents régimes alimentaires. Fait que, il faut penser à tout ça, là. Je veux dire, non, non, il y a plein d'acteurs qui agissent en sécurité alimentaire, là, tu sais. Merci beaucoup, Étienne, pour la Ah ben, question. parfait. C'est super pertinent. J'ai tellement entendu Richard Dano, l'ancien DG, répéter que les groupes communautaires sur le terrain doivent avoir de l'argent à être appuyés, l'argent doit se rendre à eux, sinon moisson ne sert à rien. Que c'est sûr qu'il faut voir les moissons comme un allié là-dedans, puis dans ces demandes-là, puis ne pas se mettre à dos les moissons, c'est un bon point. Merci. On a Stéphanie Taillon, je pense, qui avait la main levée en premier. Oui, ben c'est juste pour réitérer là-dessus, tu sais, vous avez vraiment une influence aussi auprès des gouvernements, surtout Moisson Montréal, puis autant au niveau de Banque alimentaire Québec aussi. Puis je pense que c'est ce message-là qui est difficile parfois à comprendre, puis voir comment vous pouvez aider à cette campagne-là, dans ce sens-là, de passer le double message de oui, les moissons, puis la distribution, puis effectivement tout ce que vous venez de dire. Mais d'un autre côté, quand j'entends Banque alimentaire Québec, là, je sais que ce n'est pas Moisson comme tel, mais vous avez un lien direct, évidemment, c'est votre principal bailleur. Et je pense que c'est important aussi de ne pas dire que, surtout dans le temps des fêtes, tout ça, quand il y a beaucoup de campagnes, de faire attention au message de faites du bénévolat, impliquez-vous de cette façon-là, puis que dans le fond, c'est un peu un message un peu contradictoire parfois qu'on peut entendre, alors que je pense pas que Moisson ne veut pas qu'on ait de l'argent nécessairement qui revient à nos organismes. Et je pense qu'il faut vraiment continuer, et Moisson, puis je ne sais pas, Étienne, qui dans ton organisme, toi et les autres, peuvent continuer à pousser ce message-là que le RIOC et toutes nous essaient d'amener de l'avant. Je pense que c'est ça, moi, que j'aimerais pour le futur en termes de campagne au niveau de tout ce qu'on vient de dire là, au niveau québécois. Mais ouais, 100%, je pense que je vais pouvoir en discuter avec mes collègues, puis on le voit que je pense qu'on a peut-être le tiers de nos organismes qui nous disent qu'ils doivent refuser des gens pendant leur service alimentaire. Fait que des fois, ouais, des fois, c'est par manque de denrées, puis ça, on essaye le plus possible d'aller en chercher, mais malheureusement, c'est vrai que c'est pas assez. Mais des fois, c'est par manque de ressources, ressources humaines, ressources financières. Fait que c'est sûr que s'ils peuvent avoir cette partie-là en plus, c'est sûr que ça serait formidable. On va passer à la prochaine question de Chantal. Mais moi aussi, c'est un commentaire pour faire du pouce sur l'idée de faire fonctionner les organismes parce que je sais pas pour vous, là, mais nous, on entend encore souvent dire on est un organisme, fait que les employés sont pas payés cher, fait que les employés sont pas payés cher, mais si on veut avoir des bons employés, il faut quand même leur offrir un minimum pour que ce soit intéressant de travailler pour nous. Et on ne peut pas compter que sur l'action bénévole pour que pour que les organismes fonctionnent dans un cadre où tu sais, je peux pas demander à mes bénévoles d'être des intervenants sociaux, là. C'est pas, c'est pas eux, c'est pas ça. Puis, moi, si j'ai un organisme qui fait 300 paniers par semaine, puis que
ça fonctionne que sur l'action bénévole, mais à un moment donné, quand ils vont rencontrer des enjeux ou est-ce qu'ils vont avoir des grandes difficultés sociales à accompagner, ils sont pas ferrés pour le prendre. Moi, ça m'oblige à engager une ressource pour ça, là. Mais ma ressource, là, je peux pas la payer 20 000 par année, là. Tu sais, fait que, il y a ce côté-là aussi que pour assurer la pérennité des organismes, pour assurer que les organismes fonctionnent bien avec leur mission, ben, pour avoir des employés corrects, il faut les payer correctement aussi et leur offrir des belles conditions aussi. Puis ça, c'est un financement qu'on a de la misère à concevoir parce qu'on se dit, ben, c'est des organismes communautaires, fait que ça vaut, tu sais, on n'a pas besoin de les payer cher, puis il y a des bénévoles. Je sais pas si vous autres, vous vivez ça, mais nous, en tout cas, c'est beaucoup les commentaires qu'on a. Ben oui, Chantal, ah ben là, je sais, c'est Roxane Non, répond. mais c'est ça. Ben, tellement complètement d'accord. Puis c'est une partie de l'argumentaire, en effet. Puis, tu sais, puis, tu sais, ce que vous mettez de l'avant, c'est très, très important. Puis, tu sais, il faut que les ministres l'entendent de plus en plus parce que le discours des ministres, particulièrement, je pense à Chantal Rouleau, qui répète souvent que les gens dans les groupes communautaires, mais c'est pas grave s'ils sont pas payés cher parce que c'est de l'engagement, puis ils sont tellement bien intentionnés, mais là, on est vraiment ailleurs, puis c'est pour ça que j'ai dit l'exemple, tu sais, puis les groupes l'ont dit, là, je veux dire, la moitié des personnes qui travaillent en sécurité alimentaire sont eux-mêmes bénéficiaires des banques alimentaires. Tu sais, on travaille en lutte à la pauvreté, fait que là, tu sais, il y a les enjeux de recrutement, puis de maintien, puis de possibilité que ces groupes-là continuent à exister, mais il y a aussi une dignité humaine, tu sais, fait qu'on est rendu très loin, là. Je suis pas totalement d'accord. C'est dans l'argumentaire. Là, j'ai une excellente question qui a été posée par une personne qui s'est inscrite au webinaire dans son formulaire. Je vais vous la poser à l'ensemble des gens présents, des personnes présentes aujourd'hui. C'est comment faciliter la participation de nos participants et participantes dans la représentation de leurs droits. Puis là, je vais le poser de façon large. Si on a des campagnes comme ça, ou s'il y a des groupes qui portent des campagnes, politique, est-ce qu'il y a moyen de favoriser aussi la participation des personnes qui, euh, qui reçoivent des services dans les groupes, par les groupes communautaires? Question piège non préparée que je vous lance comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un, oui, Tacha. En fait, Rachel, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais si tu as le goût de partager un peu l'expérience que tu as eue quand tu parlais avec nos participants, est-ce que ça te tente? Est-ce que tu es encore là? Ah oui, Rachel, est-ce que tu veux en parler? Oui, super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors moi je travaille au dépôt, je travaille dans les services de première ligne. Je travaille aussi avec Sacha pour tout le travail avec le plaidoyer fédéral qu'on vient de parler. Et je travaille aussi direct avec les participants. Alors, on dirige un groupe, ça s'appelle un groupe de justice sociale. C'est un groupe d'environ 10 participants qui viennent une fois par semaine, puis on boit le café, on parle des enjeux, on parle de tout le travail de plaidoyer qu'on veut faire ensemble. Puis l'idée, c'est vraiment d'impliquer les participants qui ont l'expérience euh, de toutes sortes d'expériences. C'est vraiment un groupe divers dans les conversations qui se passent au dépôt entre les collègues, puis aussi liés aux coalitions fédérales, des coalitions canadiennes qu'on a. Alors, l'idée là, c'est vraiment d'impliquer les gens directs dans les conversations qu'on a. Puis on est aussi en conversation avec d'autres groupes autour de Montréal et au Québec, comme le groupe de CARA à Carrefour Solidaire. CARA, c'est vraiment un groupe similaire d'implication des participants et des programmes dans ces conversations-là. Je pense que ce travail, c'est vraiment important. C'est de comme impliquer les voix des gens avec des expériences dans ces conversations-là, puis aussi avoir leurs commentaires, puis comment on peut mieux les servir, mais aussi mieux impliquer leur voix dans les conversations qui se passent plus comme euh, au niveau plus élevé, c'est ça. Alors, c'est vraiment de faire ces connexions-là.
c'est difficile à faire, mais je pense que c'est vraiment important. C'est un élément vraiment important pour nous de mettre de l'avant les voix des gens qu'on serve ici au dépôt. Oui, merci Rachel. Il y a d'autres personnes qui avaient des réponses complémentaires. Je pense que c'est Jessica qui a levé la main avant. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rachel, tu sais, puis reconnaître les expériences, les autres types de savoirs, c'est super important. Au RCCQ, on demande toujours, on valide toujours avec nos membres, tu sais, avant de développer quelconque outil, puis on s'assure aussi que ce soit accessible, tu sais, puis que ce soit vulgarisé. Tu sais, on mise sur l'éducation populaire, comme le droit à l'alimentation. Tu sais, moi, j'ai fait un doctorat là-dessus, mais comme ça m'a pris des années avant de comprendre la complexité de cette affaire-là, c'est compliqué. Fait que, tu sais, il faut arriver à c'est ça, à rendre ça accessible pour tout le monde en développant différents outils, comme là, on va travailler sur des webinaires, des capsules, tu sais, qui sont imagées pour que vraiment tout le monde puisse être capable de s'approprier cette revendication-là, puis c'est ça, d'en faire sienne, là. Fait que ça, je pense que c'est la clé, là. Bon, merci. On a Jean-Philippe. Ben, en vrai dire, moi, je voudrais juste, d'un, bravo pour les 3 communications. Mais dans un deuxième temps, je voulais insister sur le fait que, de mon point de vue, on n'est pas en compétition, mais on veut réaffirmer ensemble que les gouvernements se sont dédouanés de leurs engagements pour nourrir la population. Ils se sont dédouanés de plusieurs manières et c'est pas une tendance qui va s'inverser pour celles et ceux qui sont au fait du nouveau plan, que j'oublie toujours le nom, là, le PAGIEP. Euh, Actuellement, tout l'argent qui, d'une part, n'est ni indexé, ni majoré, mais on est 4,30 sous pour une pièce avec l'inflation, on est perdant. Tout l'argent est orienté vers le don, vers les crédits d'impôt aux entreprises pour le don, vers les projets de dons. Enfin bref, la sécurité alimentaire est complètement évacuée. J'entends la sécurité alimentaire, tous les projets qui donnent accès dans une perspective du droit à l'alimentation. Là, je suis tout à fait d'accord avec le regroupement des cuisines, c'est pas ça la question. Mais donner accès à des bons aliments, c'est pas juste faire des dons. Et même si on n'est pas en opposition avec Moisson, même si on n'est pas en concurrence avec Moisson, il y a une tendance lourde vers ça. Il y a une tendance lourde à se dédouaner. Et peut-être ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'actuellement, ça sert au système industriel. Parce que les crédits d'impôt, les industriels, ils en accumulent. Je prends la direction de la table sur la faim et ça fait, selon nos archives, 25-30 ans qu'on le dit que le don, c'est pas une solution, que ça sert davantage au système industriel qu'aux personnes en particulier. Et même si aujourd'hui, on n'est pas en compétition, il va falloir qu'on le crie haut et fort, qu'on n'a pas les moyens de supporter le système alimentaire, qu'on n'a pas les moyens d'aider tout le monde et que c'est la responsabilité de l'État de nous supporter dans ça, mais voire même de mettre ses culottes, pour parler en bon québécois, et d'enfin injecter de la vraie argent pour créer des systèmes alimentaires sains, accessibles, bref, qui a lien avec le droit à l'alimentation, mais aussi de continuer, certes, à alimenter le don, mais c'est pas comme ça qu'on va assurer une alimentation digne aux Québécois et aux Québécoises pour les prochaines années. Merci. Là, c'était juste un commentaire, mais pour dire qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble, parce que là, on est, je sais pas combien, là, 62 aujourd'hui, et décidément, on a beaucoup de travail à faire, surtout avec les nouveaux plans complètement aveugles et sans vision de nos gouvernements actuels. Merci. Oui, Jean-Philippe, on a reçu des applaudissements et des flammes face à ce commentaire. On va passer à Marie-Lise. Merci. En fait, c'était ma question tantôt. Je reviens un peu en arrière là, après les commentaires de JP, mais je voulais dire que j'étais contente d'être là puis d'avoir vu votre package là, pour le advocacy au niveau des gouvernements et tout ça. Moi, je suis, entre autres, je travaille directement avec les participants au dépôt. Je suis la réceptionniste. Et je voudrais l'équivalent de ça
puis je ne sais pas comment le faire, évidemment, mais je voudrais l'équivalent de ça pour mes participants, mais que ça soit, je ne sais pas comment le dire, parce que je ne peux pas, en tout cas, où est-ce que je suis, moi, je ne peux pas leur enseigner, sauf si c'est une personne à la fois. Et je ne peux pas, si eux autres ne sont pas au courant de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ben, je ne peux pas leur faire faire non plus. Je ne sais pas si à un moment donné, ben, c'est un code QR, puis va signer ça, va voter pour ça ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'encore plus simple. Évidemment, ultimement, j'aimerais ça pouvoir leur enseigner ces choses-là, mais j'imagine que encore là, s'ils ont faim, s'ils ne mangent pas comme il faut, si actuellement je suis en train de leur dire non, qu'ils ne pourront pas avoir de panier aujourd'hui, euh, et je trouve que ça, en tout cas, ça va pas bien. Ça connecte pas à ce niveau-là. Ceci étant dit, oui, je pensais pas tout à fait le sujet nécessairement d'aujourd'hui, mais si quelqu'un a un package d'advocacy, mais euh, pour les débutants, allons-y avec ça. Et ça me comprend moi, hein. Je travaille depuis près de 3 ans au dépôt et j'en apprends encore. Alors, je peux imaginer que pour mes participants, c'est un peu la même chose aussi. Merci. Excellente intervention, merci. On revient à Étienne Loisel. Oui, j'avais une question pour Jessica. Euh, tu avais dit que le Canada et le Québec, on est, disons, pas très bien développés dans ce domaine-là. Je me demandais, c'est quels pays qui sont les mieux développés dans le droit à l'alimentation puis la lutte contre l'insécurité alimentaire? C'est quels pays vers lesquels on pourrait se, se pencher et prendre exemple? Ouais, ben merci pour la question. Puis ça me permet justement de revenir sur quelque chose que j'ai dit qui n'était pas exact, puis qu'il y a quelqu'un dans le chat de souligner, là. Ben, en fait, c'était exact, mais ça n'a pas l'ampleur que j'ai dit, là. Le pays qui est pointé comme étant l'exemple à suivre par la FAO, là, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, c'est le Brésil. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais de l'espèce de pâte infecte, là. Ben, c'était une mesure dans une ville très spécifique à Sao Paulo, puis c'était pas du tout représentatif de ce que le pays fait par ailleurs, là. Fait que merci, ça me permet de rectifier ça. Puis le Brésil en fait, en fait beaucoup pour le droit à l'alimentation. Là. Ils ont une panoplie de lois, de règlements, de politiques, de programmes. Ils font beaucoup en matière d'agroécologie. Ils donnent, en fait, ils augmentent le revenu aussi des personnes qui sont plus vulnérables, plus défavorisées. Donc, c'est un pays qui est vraiment donné en exemple. Après ça, il y a malheureusement, puis ça montre aussi le choix que les pays occidentaux ont fait là, de favoriser, par exemple, les libertés individuelles au détriment des droits collectifs. Là. Il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas de pays occidentaux qui sont cités en exemple. Là. On travaille beaucoup au niveau de la société civile à faire mieux. Il y a des pays en Afrique, il y a l'Inde, étrangement aussi, qui en a fait énormément. Puis la façon que ça s'est fait en Inde, c'est parce que le droit, en fait, c'est leur Cour suprême qui est très, très proactive, puis il a dit, ben, le droit à la vie qui est protégé dans notre droit, il veut rien dire sans le droit à l'alimentation, puis le droit à un environnement sain, etc. Ce qui les a poussés, ce qui a obligé le gouvernement à en faire davantage, puis la Cour suprême les talonne. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être important, tu sais, de faire, parce que notre Cour suprême est moins progressiste, donc on ne peut pas avoir cette ce passe-droit-là. Là. Donc, puis ça, il y a déjà des groupes qui ont essayé là, de dire ben, notre droit à la vie, nous aussi, il ne veut rien dire. Puis la Cour suprême n'a pas accepté cet argument-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire rentrer le droit à l'alimentation dans notre système juridique, comme ils l'ont fait au Brésil ou ben, en Inde, ça a été par le système judiciaire, là, mais il faut vraiment avoir cette poigne-là pour que ça fonctionne. Puis sinon, la façon que ça se passe dans beaucoup de pays aussi, puisque c'est comme en développement, là, mais ça part beaucoup des municipalités. Puis les municipalités n'ont pas de compétences, mais ont un certain pouvoir de plaidoyer aussi. Puis c'est, en tant que gouvernement de proximité, là, c'est en train de, un peu de, ça part de là, puis ça essaie de remonter aux autres paliers de gouvernement. Fait que c'est sûr que moi, j'encourage toujours aussi les municipalités ou les gens, en tout cas, de faire appel à leurs élus locaux aussi parce qu'ils ont un certain pouvoir, là, surtout quand on est comme dans des grandes villes comme Montréal, Laval, etc. Les villes sont souvent plus progressistes à ce niveau-là. Mais Brésil, c'est certainement un pays duquel il faut s'inspirer. L'Inde, pour d'autres raisons. Puis il y a beaucoup de pays aussi en Afrique qui ont mis ça dans leurs droits, mais malheureusement, ils n'ont pas les ressources qu'on a au Canada, par exemple. Donc, ça n'a pas l'impact que ça pourrait avoir ici de le mettre, de le faire apparaître dans nos lois. Là.
Merci, Jessica, pour cette excellente réponse qui nous pousse aussi à ne pas oublier le palier municipal quand on parle à peu importe les élus à qui on parle, c'est pertinent de mettre de l'avant ces demandes-là. Je voulais juste bifurquer avant de prendre la question. Il y a eu un commentaire dans le chat qui m'interpelle énormément de la part de François Fournier qui nous dit qu'il y a eu, ah mon Dieu, François, est-ce que c'est possible de nous éclairer parce que ça me heurte, ça me choque de lire qu'un jugement de la Cour suprême a déterminé que les droits économiques et sociaux n'avaient pas la même portée juridique que les autres droits. Je serais juste curieuse de Oui. savoir ce jugement-là date de quand, si tu peux nous en parler un peu. Il date de 2011, je crois, 2012. 2002, ça fait encore plus longtemps. On n'a pas encore réussi à le renverser, mais ça fait un petit bout, hein. OK, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il y avait je pense que le jugement de la Cour suprême a renversé une décision de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure, qui était le juge Robert, qui estimait que l'article 45, là, justement, avait une portée juridique, la même portée que des droits fondamentaux. Mais la Cour suprême a jugé que non. Donc, c'est un combat difficile, ce combat-là pour le droit à l'alimentation. C'est pertinent, mais difficile. Je suis choquée, mais émoustillée d'apprendre qu'on a de telles luttes encore à pousser comme ça dans notre pays. Merci. On va passer à Selma qui a la main levée. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ben, merci vraiment pour vos présentations et puis ben, bravo là, pour ces trois vraiment campagnes là, qui sont absolument nécessaires. En tout cas, merci pour tout le matériel de revendication aussi que vous avez développé. C'est sûr que moi je suis une conseillère en évaluation, en recherche-action. Je travaille avec plusieurs organismes regroupements dans le communautaire, donc c'est sûr que je vais partager moi avec tous les gens que je rencontre. Je vais en parler autour de moi. Et plusieurs l'ont mentionné. Moi, je pense que c'est important d'unir les forces, là, comme déjà ce que vous commencez à faire ce matin en vous parlant. Puis je vois des liens entre la campagne du regroupement des cuisines collectives du Québec. Donc, c'est sûr que si on est capable d'aller chercher le droit à l'alimentation, d'avoir une loi cadre là-dessus, bien ça va venir légitimer aussi le travail des organismes communautaires qui travaillent au niveau de la sécurité alimentaire, du développement des systèmes alimentaires locaux, sains, équitables et tout ça. Donc c'est ça. Donc, c'était simplement pour renforcer le point là, que ben, merci aussi à Erika hein, de mettre tous ces gens-là ensemble pour qu'il y ait des liens, des collaborations qui se créent. Là. Puis, donc, on va suivre et surtout, on va participer à ces trois belles campagnes cet automne. Merci encore. Bonne journée. Donc, oui, toujours rappeler le droit à l'alimentation, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On le voit souvent. On va parler d'actions qui peuvent être faites, mais de recadrer ça dans une approche de droit à l'alimentation, c'est toujours pertinent de taper sur ce coup-là. J'ai une question tellement profonde qui est venue encore une fois d'une personne. Là, on rentre dans quelque chose qui est peut-être une twist plus complexe. Mais il y a quelqu'un qui avait demandé comment faire reconnaître les organismes en sécurité alimentaire autrement que dans la catégorie aide et entraide. Puis là, je pense que ça fait référence au PSOC. C'est une grande question, il reste 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va être comme avoir l'énergie pour se lancer là-dedans, mais au pire, je tenais à la mentionner parce qu'elle me semble pertinente, mais on va pouvoir certainement s'y repencher au courant des prochains mois parce que ça rentre justement en lien avec le financement des organisations, puis justement le financement à la mission. Donc, on rentre dans les éléments plus, disons, pas du détail, hein, c'est du raffinement de compréhension de comment le financement fonctionne pour les organismes communautaires qui font des activités en sécurité alimentaire. Mais mon Dieu, cette question me paraissait pertinente et je tenais au moins la mentionner si personne n'osait lever la main pour l'adresser. Donc, il n'y a personne d'autre qui lève la main. Je vous invite, en tout cas, si vous avez encore quelque chose qui vous brûle les lèvres, c'est le moment. On a encore 2-3 minutes. Mais sinon, c'est ce qui mettrait fin à ce webinaire aujourd'hui.
Je vous ai mis tous les liens dans le chat, mais vous allez recevoir, dès que ça va être prêt, dès que je vais avoir le temps de terminer, de faire une fiche résumée, l'enregistrement du webinaire. Je vais vous envoyer tous les liens qui ont été partagés aujourd'hui par nos partenaires. Donc, vous devriez recevoir l'information prochainement, toutes ces informations-là. Je tiens à remercier chaleureusement Jessica Dufresne du RCCQ, Roxane Milo et Lucie Poulain du RIOCM et Tasha Lackman du Dépôt pour votre contribution à ce webinaire. J'aurais jamais pu parler de tous ces éléments sans vous, sans votre contribution. Puis vraiment, merci pour votre travail. Vous faites un pas de plus pour tout ce qu'on fait en sécurité alimentaire. C'est fondamental de mener les campagnes que vous portez présentement. Lucie, tu avais la main levée. Oui, ben, je voulais juste dire, excusez, je voulais juste dire, s'il y en a qui ont des questions spécifiques sur le PSOC, pour revenir sur la catégorie aide et entraide, vous pouvez nous appeler. Ça, c'est des typologies, puis c'est du langage très technique lié au financement. On peut en discuter, là, donc on peut nous appeler directement pour ça. Fantastique, merci beaucoup, Lucie. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, juste avant, il faut que je vous partage, s'il vous plaît, si vous voulez évaluer ce webinaire, ça serait super apprécié. Je vous le mets dans le chat, le lien pour me dire ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous proposez, des suggestions pour une prochaine activité. C'est là que ça se passe. Et sinon, mais on se revoit prochainement à travers différentes activités. Il y a une activité qu'on fait le 3 octobre, je vais vous renvoyer l'information, mais on a une activité pour la Maison Saint-Pierre qui va avoir un espace cuisine qu'on est en train de développer au Centre Saint-Pierre, tout un espace qui s'appelle la Maison Saint-Pierre où il va y avoir des bureaux, mais aussi une cuisine. Puis on veut l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Notre projet appuie la Maison Saint-Pierre pour que ce projet qui se mette en place dans le Centre-Sud répondre véritablement aux besoins de la population puis des organismes qui œuvrent dans ce territoire-là et les territoires connexes. Ça, c'est le 3 octobre. Je vous enverrai les informations par courriel. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée.